La mère de 2 enfants en bas âge disparaît sans aucune raison. Quelques jours plus tard, un de ses collègues est tué dans un mystérieux accident de la circulation. Y a-t-il un lien entre ces 2 événements? 20 ans seront nécessaires aux enquêteurs médico-légaux pour faire toute la lumière sur cette étrange affaire. Un crâne et des os humains sont découverts par hasard par un randonneur. Quand ils révèlent leur premier secret, une illustratrice scientifique, un anthropologue criminologiste et un spécialiste de la navigation GPS mobilisent leurs connaissances pour identifier la victime et son criminel. Bonjour. Notre émission est consacrée en grande partie aux exploits de la police scientifique. Les techniques employées aujourd'hui ne sont que le prolongement des méthodes utilisées à la fin du XIXe siècle pour confondre les criminels. Et il est amusant de constater qu'à cette époque, la France était nettement en avance sur ses voisins. Ensuite, elle s'est fait dépasser par les États-Unis et aujourd'hui, elle a rattrapé son retard. Ensemble, nous allons à nouveau pénétrer dans l'univers des enquêtes impossibles. C'est l'hiver en Ohio. Le lac Charles Mill est tranquille. Mais en été, il déborde d'activités, ponctuées par le bruit des bateaux et des jeux d'enfants. Leroy et Melody Bruce se remémorent cette époque avec émotion. Je me souviens qu'on allait sur le ponton des bateaux. Je m'allongeais au bout du ponton avec les mains au-dessus de la tête pour attraper des feuilles et des insectes. C'était à celui qui en attrapait le plus dans l'eau. Le beau-père de Melody, Larry Bruce, travaille comme routier pour Rodway Truckins. Judy est mère au foyer. Maman était quelqu'un d'introverti. Elle ne sortait pas beaucoup à cause de son défaut de prononciation. Les gens avaient du mal à comprendre ce qu'elle disait. Ce défaut de prononciation, résultant d'un palais fendu, est un complexe pour Judy, mais la chirurgie corrective va lui changer la vie. Elle a passé son permis de conduire, acheté une voiture et a trouvé un travail de femme de ménage à l'hôpital de Mansfield. Elle se faisait des amis là-bas. Judy adore son travail à l'hôpital, mais le matin du 2 novembre 1978, elle est trop malade pour pouvoir s'y rendre. Elle était déjà malade la veille. Elle ne se sentait pas bien. Et quand je suis sortie de ma chambre après m'être habillée, la porte de la chambre de mes parents était entrouverte. J'ai regardé à l'intérieur et j'ai pu la voir allongée sur son lit. Les enfants sortent de la maison pour aller vers l'arrêt de bus. Leur père sort avec eux pour se rendre au bureau. Mais quand les enfants rentrent de l'école, leur mère n'est plus là. Mon frère était déjà à la maison. Quand il m'a vu arriver, il m'a demandé si je savais où était maman. Quand Larry rentre chez lui, il commence à s'inquiéter lui aussi et appelle la police pour signaler sa disparition. Apparemment, la seule chose qui manquait dans la maison, c'était les vêtements que portait Madame Bruce. Sa voiture était toujours là, son sac était toujours là, même ses médicaments étaient toujours là. Et il n'y a aucun signe de violation de domicile ou de lutte. Nous avons appelé la police pour voir si elle avait été hospitalisée ou si elle était partie travailler. Mais personne ne l'avait vue, ni sa famille, ni ses amis, personne. Après une nuit de recherche, la police fait une terrible découverte. La police a débarqué dans la maison. Moi, j'étais dans la cuisine, en train de faire la vaisselle. Et ils ont dit qu'ils avaient trouvé... Ils avaient trouvé ma maman, mais elle était morte. Son corps est retrouvé dans un camping désert situé au bord d'un cours d'eau, à quelques mètres d'une route récemment refaite. Elle est en pyjama et enroulée dans une couverture. Ses pieds étaient d'une propreté immaculée. C'est ce qui nous a immédiatement porté à croire qu'elle n'avait pas été assassinée à cet endroit. Lors de son interrogatoire, Larry Bruce déclare aux policiers que Judy était souffrante. C'est pourquoi elle avait décidé de rester alitée dans sa chambre. Il déclare également qu'il n'a aucune idée sur les raisons de sa disparition, ni de l'endroit où elle a pu se rendre.
En confirmant avoir quitté la maison avec leur père ce matin-là, ses enfants lui fournissent également un alibi crédible. Alibi que corrobore l'heure inscrite sur la feuille de présence de Larry et qui prouve qu'il était bien arrivé à l'heure sur son lieu de travail. Il a respecté son emploi du temps point par point, aucune zone d'ombre. Il n'aurait pas pu avoir le temps de commettre cet homicide. La police remarque des traces de boue sur les semelles des chaussures de Larry. Il se demande si cette boue provient de l'endroit où on a retrouvé le corps. Les chaussures de Larry et un échantillon de boue du camping sont envoyés au FBI pour analyse. Les résultats ne sont pas concluants. Mais l'autopsie de Judy révèle des indices supplémentaires et soulève d'autres interrogations. Le corps de Judy Bruce est envoyé au coroner du comté de Cuyahoga pour être autopsié. L'expert médical conclut à une mort par homicide. Le rapport définitif du coroner indiquait que le décès avait été causé par asphyxie. Elle était morte étouffée. Il est difficile de déterminer avec précision l'heure d'un décès. Mais on estime qu'il est survenu soit peu de temps avant, soit quelques heures après que Larry et les enfants aient quitté la maison. L'autopsie révèle également que la vessie de Judy était vide. Lors d'un décès par suffocation, au moment de la mort, la vessie se vide de façon incontrôlée. Mais les enquêteurs ne trouvent pas de traces d'urine près du corps de Judy dans le parc, ce qui confirme, une fois de plus, qu'elle a été tuée ailleurs. Et justement, les enfants de Judy racontent à la police que leur père s'est plaint de taches sur ses draps peu de temps après la disparition de Judy. Je m'en souviens encore. Il est venu et a jeté un drap dans la poubelle. Je lui ai demandé pourquoi il voulait brûler ça, et il m'a répondu que c'était le chien qui avait uriné dessus. À la lumière de ce nouvel élément, la police confisque immédiatement ce qui reste du linge de lit de la chambre des parents. Il y avait des traces de sang sur l'une des têtes d'oreiller et d'autres taches non identifiables sur les couvertures du lit. Mais à l'époque, la médecine légale n'est pas assez avancée pour permettre d'identifier la provenance de l'urine et du sang. À cette époque, il n'existait pas de technologie permettant de détecter si c'était d'origine animale ou humaine. La seule chose que nous étions capables de faire, c'était de déterminer le groupe sanguin. Et en fait, on n'aurait même pas pu faire ça, parce que l'échantillon était trop petit. Dans le coffre de la voiture de Larry, les enquêteurs ne trouvent que quelques feuilles de chêne, rien de plus. Ils avaient très peu d'indices, et la médecine légale de l'époque n'était pas assez développée pour permettre d'en tirer quelque chose. Quelques jours plus tard, un autre décès se produit à Mansfield. L'un des collègues de Judy, James Isaac, se tue dans un accident de la route. Et Larry Bruce fait une révélation stupéfiante. Il déclare à la police qu'Isaac avait une liaison avec sa femme et l'accuse d'avoir tué Judy. Il se serait ensuite donné la mort. Bruce insinuait qu'Isaac était responsable de la mort de Judy et que la culpabilité l'avait poussé au suicide. Mais personne ne corrobore sa version des faits et Larry Bruce reste le suspect numéro 1. Nous avons fini par décider de ne pas porter plainte, car nous ne disposions à l'époque que d'un faisceau de présomption. Au fil du temps, le meurtre de Judy Bruce sombre lentement dans la pile des affaires classées. Je n'ai jamais oublié cette affaire. Je passais souvent près de chez eux. Je passais même devant Rodway Truckings. Je me souviens d'un jour où je discutais avec un expéditeur qui travaillait là-bas. Je lui ai demandé si Larry parlait quelquefois de cette affaire. Il avait travaillé là-bas encore quelques années après l'homicide. Et il m'a raconté que Larry était le genre de type à se faire mousser. Il avait commis le crime parfait et il s'en était sorti. Environ 1 an après le meurtre de Judy Bruce, Larry se remarie et continue à vivre dans sa maison de Mansfield en compagnie de sa nouvelle épouse.
Pendant les 20 années suivantes, l'enquête est dans l'impasse. Enfin, à l'aube de l'an 2000, pour apaiser le mécontentement des familles de victimes, procureurs et policiers décident de rouvrir un certain nombre d'affaires classées. Parmi les 17 cas d'homicide non résolus, ils choisissent de s'intéresser en priorité au meurtre énigmatique de Judy Bruce. Nous avons demandé à la préfecture du comté une allocation de 25 000 $ pour mettre en place une unité des affaires classées afin de reprendre les affaires non élucidées. Le meurtre de Judy Bruce est la première affaire à être réexaminée. À l'époque, elle était classée depuis plus de 20 ans. Bon nombre d'enquêteurs soupçonnent son mari, Larry, d'avoir commis le crime, mais ils sont incapables de le prouver. Ainsi, la nouvelle unité des affaires classées commence son enquête par l'analyse de la feuille de chêne trouvée 20 ans plus tôt dans le coffre de la voiture de Larry Bruce. Selon notre théorie, quand il a ouvert le coffre de sa voiture pour sortir le corps, quelques feuilles de chêne sont tombées à l'intérieur. Et une information provenant de cette série télévisée leur suggéra un nouveau moyen de les analyser. Un soir, je regardais un épisode de cette série sur la médecine légale qui parlait d'un cas en Arizona pour lequel on avait analysé l'ADN d'une plante. L'enquête reposait sur un tégument découvert dans le coffre d'un suspect. L'analyse ADN a permis de déterminer que ce tégument provenait d'un arbre près duquel on avait retrouvé le corps de la victime. Reinbold prend contact avec les scientifiques pionniers de l'analyse ADN des plantes et leur demande d'analyser la feuille de chêne trouvée dans le coffre de Larry, afin de déterminer si elle provient du chêne près duquel a été trouvée Judy. Je suis allé au camping pour voir si des chênes noirs et des chênes rouges poussaient aux alentours. Il y en avait bon nombre au bout du chemin qui menait à la route. Malheureusement, trop d'années ont passé et les chercheurs ne réussissent pas à extraire l'ADN de cette feuille. Mais tout à leur honneur, les policiers ne baissent pas les bras. Les enquêteurs décident d'analyser à nouveau les taches trouvées sur le lit dans la chambre de Judy Bruce. L'analyse ADN, qui n'existait pas en 1978, détermine qu'il s'agit de sperme. L'une des taches correspond à l'ADN de Larry Bruce, le mari de Judy, mais pas l'autre. À l'époque du meurtre de Judy, Larry prétend que celle-ci avait une liaison avec un de ses collègues, James Isaac, qui est mort peu après Judy dans un accident de voiture inexpliqué. Afin de voir s'il s'agit de l'ADN d'Isaac sur les draps, les enquêteurs obtiennent une ordonnance du tribunal les autorisant à exhumer le corps de James Isaac. Quand le profil ADN d'Isaac a été comparé avec le sperme inconnu trouvé sur la couverture, on a découvert qu'il ne correspondait pas. Du coup, le sperme trouvé sur la couverture reste un mystère. Les enquêteurs ne trouvent aucune preuve que Judy Bruce et James Isaac étaient plus que de simples connaissances. Ensuite, les enquêteurs demandent à Dick Bisbing, microscopiste en chef chez Macron Associés, d'analyser la boue trouvée sur les semelles de Larry Bruce qui ont été conservées comme éléments de preuve. À cet effet, Bisbing utilise un microscope à lumière polarisée. Ça revient à regarder à travers des verres polarisés. En manipulant la lumière, on peut voir différentes propriétés optiques, différentes caractéristiques optiques sur chacun de ces minéraux. Leur apparence, leur couleur, leurs caractéristiques optiques nous permettent d'identifier le type de minéral. La boue trouvée sur les chaussures de Larry ne correspond pas aux échantillons de boue prélevés près du corps de Judy. Mais la lumière polarisée révèle un indice important et invisible jusqu'ici, ces minéraux de couleur vive. La boue retrouvée sur les chaussures contenait du calcite, du carbonate de calcium, qui pourrait provenir de calcaire. Ce type de matériau est souvent utilisé pour les routes ou les ballastes. La route, proche de l'endroit où le cadavre de Judy a été déposé, avait été recouverte quelques jours plus tôt de gravier de calcaire contenant de la calcite. Ce détail permet aux enquêteurs d'établir un premier lien entre Larry Bruce et le meurtre de sa femme. Puis, les enquêteurs envoient au bureau du coroner pour analyse médico-légale des échantillons de la moquette prélevée dans le coffre de sa voiture et d'autres provenant de la couverture dans laquelle le cadavre a été enveloppé.
Cette nouvelle confrontation d'indices va-t-elle confirmer l'éventuelle culpabilité du suspect? On essayait de trouver un élément de preuve nous permettant de dire que le corps de Madame Bruce ou que la couverture dans laquelle elle était enveloppée avait été en contact avec le coffre ou la voiture de Bruce, de quelque manière que ce soit. L'expert médico-légal Curtis Jones utilise du scotch pour récupérer des fibres qui se détachent de la couverture trouvée sur le corps de Judy. À l'aide d'un microscope comparatif, Jones compare les fibres pour détecter une éventuelle similitude entre elles. Les trois fibres, les trois différents types de fibres utilisés pour fabriquer la moquette du coffre ont été retrouvés sur la couverture. Mais les fibres du coffre de Larry correspondent-elles exactement aux fibres présentes sur la couverture trouvée sur le corps de Judy? Pour répondre à cette question, Jones utilise la spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier, une technologie qui n'existait pas en 1978. Ce procédé utilise l'énergie infrarouge et envoie cette énergie à travers la fibre ou le matériau que vous examinez. Ensuite, les infrarouges sont absorbés ou non par les composantes chimiques du matériau, ce qui produit une séquence de pics et de vallées, séquence qui est utilisée pour déterminer les composantes chimiques en présence. Résultat, les trois fibres trouvées sur la couverture étaient de la rayonne synthétique. Et les trois fibres trouvées dans le coffre étaient également de la rayonne synthétique. Les preuves ne mentent pas. Souvent, dans des affaires, il y a différents points de vue. Mais la seule version plausible, c'est celle qui est évidente. Plus de 2 décennies après la mort de Judy, Larry Bruce est arrêté et accusé d'homicide. Les procureurs découvrent également que Judy cachait un funeste secret que Larry ne voulait pas voir éclater en plein jour. « 23 ans après la mort de Judy Bruce, son mari, Larry, est jugé pour meurtre. Le premier témoin cité n'est autre que le fils des Bruce, Leroy. Le matin de la mort de sa mère, il se souvient être allé dans la chambre de ses parents pour faire signer une autorisation de sortie pour l'école. J'étais dans la chambre pendant qu'il signait mon autorisation de sortie. Et maman était complètement immobile. La connaissant, elle se serait au moins retournée pour voir ce qui se passait. Pour les procureurs, Judy était déjà morte. Selon les procureurs, après avoir vu partir ses enfants à l'école, Larry aurait enveloppé le corps de Judy dans une couverture et l'aurait jeté dans le coffre de sa voiture. En partant travailler, il fait signe à ses enfants à l'arrêt de bus dans l'espoir de se constituer un alibi. Puis il se rend directement à son travail pour ne rien changer à ses habitudes. Mais sur le chemin du retour, il s'arrête au camping désert et se débarrasse du corps de sa femme. Les fibres de rayonne synthétique de la moquette du coffre de Larry sont transférées sur la couverture qui enveloppe le corps de Judy. Les chaussures de Larry amassent les particules de calcite provenant de la route fraîchement recouverte, particules qui furent découvertes 20 ans plus tard par de remarquables experts médico-légaux. Les procureurs ont fait preuve de bonne foi en déclarant « Voici tout ce que nous avons découvert grâce à la médecine légale concernant les preuves qui nous restent à ce jour. Nous avons éliminé toutes les autres hypothèses et voici le résultat. » Le procureur Meyer a gardé son témoin clé pour la fin. De l'âge de 5 ans à l'âge de 14 ans, j'ai été victime d'attouchements de la part de Larry. Si je voulais aller faire quelque chose, il me disait que je devais d'abord faire certaines choses pour lui. Melody est la belle-fille de Larry. Elle apporte également la preuve que sa mère savait ce qui se passait et que Larry avait bien un mobile pour la faire taire. Quand elle était petite avant le meurtre de sa mère, elle subissait les attouchements de son beau-père dans sa chambre. Par chance, un jour sa mère est entrée dans la chambre et a été témoin du harcèlement. Elle était furieuse contre son mari, Larry Bruce. Une dispute virulente a tout de suite éclaté avec des insultes et des hurlements. L'accusé, Larry Bruce, a perdu son sang-froid et tenté de frapper sa femme.
Il a raté son coup et a violemment cogné le mur, se cassant un os dans le bras. Les avocats de la défense ne font comparaître aucun témoin à la barre, arguant que le procureur n'est pas parvenu à démontrer la culpabilité du prévenu au-delà du doute raisonnable. On peut retourner l'affaire dans tous les sens, elle ne repose que sur des présomptions. La délibération du jury dure moins de 2 heures. Nous, le jury, déclarons l'accusé Larry Bruce coupable d'homicide volontaire. J'arrive pas à croire que ça recommence. Bruce est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, dont 15 ans incompressibles. J'étais contente qu'il soit condamné. Mais en même temps, je n'avais pas envie d'être ici. Je n'avais pas envie d'être confrontée à ça. Je n'avais pas envie de réaliser que tout ceci était réellement arrivé. Après plus de 20 ans, les méthodes traditionnelles de la police et la médecine légale moderne rendent enfin justice à la famille de Judy Bruce. L'expertise médico-légale a joué un rôle capital dans cette affaire. Parce que sans elle, le jury aurait très probablement acquitté le défendeur. Si j'avais une machine à remonter le temps et que je retournais en 1978 pour expliquer aux enquêteurs ce dont nous disposons aujourd'hui, je pense que ça défierait leur imagination. La résolution de cette énigme compliquée montre que les affaires dites classées peuvent être résolues de nombreuses années après les faits, si toutefois les autorités judiciaires décident de rouvrir les dossiers, bien sûr. Dans ce cas précis, qui s'est déroulé bien avant l'utilisation des tests comparatifs d'ADN, il aura fallu aux enquêteurs la patience de réinterpréter des taches de sang sur une taie d'oreiller, une feuille de chêne abandonnée dans le coffre d'une voiture et des traces de boue contenant de la calcite sur les semelles d'une paire de chaussures pour punir à retardement un meurtrier retors et cynique. Dans la seconde histoire, que je vous invite à suivre maintenant, nous allons voir comment, sous le crayon d'une illustratrice scientifique, un visage expressif peut prendre vie à partir de quelques fragments de crâne épars. Le canyon de Yellow House est une zone très accidentée d'une centaine d'hectares, située en périphérie de la ville de Lubbock, au Texas. Dans les années 1870, c'est ici que les tribus Comanches y échangent des prisonniers contre des chevaux. Quelques 125 ans plus tard, l'endroit devient célèbre pour une autre histoire, quand des chasseurs découvrent ce qui ressemble fort à des ossements humains. On procède comme sur les lieux d'un crime. Il vaut toujours mieux supposer qu'il s'agit d'un homicide. À proximité, on découvre des lambeaux de vêtements et une chaussure de femme. En passant la terre au crible, la police trouve des débris d'ossements et une mèche de cheveux. L'expert en anthropologie, Harold Jenkins, estime que les ossements ont été exposés aux éléments naturels pendant plus d'1 an. Une partie de l'os située en bas de la colonne vertébrale, le sacrum, indique que la victime est de sexe féminin. La forme du sacrum est particulière chez la femme. Il est beaucoup plus évasé. C'est une différence anatomique qui vient du fait que la femme peut enfanter et l'homme non. La forme du crâne suggère que la victime est de race blanche. Et les sutures ne sont pas encore soudées, ce qui prouve que la victime est jeune, entre 18 et 24 ans. L'anthropologue découvre aussi des indices de blessures par arme blanche. Il y avait une entaille dans l'omoplate, 6 dans les vertèbres et 4 ou 5 autres ailleurs. Au total, 12 ou 13 blessures qu'on a pu relever et localiser avec précision. Le docteur Gil King en conclut que les circonstances du décès sont de nature criminelle. Après l'annonce de la découverte macabre dans le canyon de Yellow House, la police reçoit de nombreux appels. Une femme s'est présentée en disant que son mari était le meurtrier car il collectionnait les couteaux. Et comme par hasard, elle voulait une copie de sa déposition car elle devait comparaître le lendemain afin d'obtenir la garde de ses enfants. Bizarre. Les enquêteurs comparent les dossiers dentaires de 64 jeunes femmes portées disparues sur tout le territoire, mais aucun ne correspond. Ils demandent alors à l'illustratrice scientifique, Karen Taylor, de s'efforcer de remettre un visage sur le crâne.
Il faut reconnaître que l'on fait appel à l'illustrateur scientifique un peu en dernier recours. Notre travail d'illustration consiste à éveiller un intérêt, à créer un lien. On me considère souvent comme un intermédiaire. À ce moment-là, elle était mon plus grand espoir. En fait, elle était même mon seul espoir. Nous avions épuisé toutes les pistes possibles. Karen Taylor est une pionnière de la technique de reconstruction faciale en 2 dimensions, qui tient à la fois de la science et de l'art. Chaque race a une qualité de peau qui la distingue des autres. Utilisant des données scientifiques fiables, Karen Taylor se sert de repères en caoutchouc pour restituer au mieux l'épaisseur de peau d'une femme blanche. L'épaisseur de l'épiderme varie selon les endroits. Si on touche son visage, on sent que la peau est plus épaisse sur le menton et le bas des joues est plus fine au niveau du front. On applique donc des repères en caoutchouc de différentes tailles sur les zones correspondantes. Et ceux-ci nous servent de guide afin de recréer les contours du visage. Karen Taylor photographie le crâne, puis pose une feuille de vélin transparent par-dessus l'image. Son talent et sa longue expérience lui permettent ensuite d'esquisser les traits saillants du visage. Le globe oculaire d'un homme a un diamètre moyen de 2,5 cm. Il se trouve que c'est la taille d'une pièce de 25 cents. Donc pour dessiner, je pose une pièce à l'emplacement de l'orbite et je suis le contour au crayon. La dessinatrice a par contre plus de mal à représenter le nez et les oreilles de la victime car le cartilage qui les constituait s'est totalement décomposé. En revanche, elle n'ignore pas par expérience le volume que le nez d'une femme blanche occupe sur son visage. Le nez a attiré mon attention car j'ai remarqué une asymétrie prononcée à la base de l'ouverture, la base de la cavité nasale. Il était dévié au niveau de la pointe et mon expérience sur d'autres affaires m'a enseigné que ce détail se reflèterait sans doute sur le visage. Les enquêteurs n'ont trouvé qu'un seul cheveu roux sur les lieux, près des ossements. Et Karen Taylor s'en sert de modèle. C'était pour moi un indice très précieux. J'ai laissé une liberté d'interprétation ni très claire ni très foncée, mais une teinte entre les deux, et j'ai fait de même pour la couleur des yeux. Une fois terminé, le portrait est diffusé à tous les médias de l'État du Texas. Les enquêteurs espèrent que quelqu'un sera en mesure de le reconnaître. C'est un jour comme les autres dans la vie de Beverly Thierry. Elle prend son café matinal en feuilletant le journal avant de partir travailler. Mais le portrait illustré de la jeune inconnue, retrouvé dans le canyon de Yellow House, attire immédiatement son regard. Si l'on observe la photo de mes enfants, on remarque qu'ils ont pratiquement la même ligne de mâchoire, la même largeur au niveau des joues, des visages un peu carrés. Beverly est convaincue qu'il s'agit de sa fille de 17 ans, Belinda, qui a disparu depuis plus d'1 an. Maman m'a montré le journal et m'a demandé si je trouvais que le dessin ressemblait à Belinda. Et ma foi, plus je l'observais, plus je me disais que oui. Il avait bien ses caractéristiques. Le dossier dentaire vient confirmer les soupçons de la famille. Le crâne est bien celui de Belinda. À l'époque de sa disparition, Belinda travaille comme danseuse dans une boîte de nuit locale tenue par une bande appelée Los Bandidos. C'est une bande de motards assez louches. Ils sont dans tous les trafics. Les clients qui fréquentent leur club sont généralement du même acabit. Alors le fait que Belinda Thierry travaillait là-bas n'était pas de très bon augure. Quand j'ai eu le nom de Belinda, je me suis rendu au bar où elle travaillait en espérant qu'on me parlerait un peu d'elle, car je n'avais aucune info pour alimenter mon article. Mais personne dans le club n'est disposé à parler. L'homme qui vendait les billets ne connaissait personne du nom de Belinda. Et pour couronner le tout, une femme est arrivée, elle aussi employée dans l'établissement, et m'a répété exactement la même chose, mais de façon plus vigoureuse. D'après la famille de Belinda, celle-ci a travaillé au club le soir de sa disparition. C'est son frère qui l'a reconduite à la maison. La dernière fois que j'ai parlé à ma sœur, elle se sentait pas très bien. J'ai pensé qu'elle allait se coucher, et je suis monté. J'avais bu quelques verres moi aussi en début de soirée. J'étais un peu éméché, alors je suis monté me coucher. Le lendemain matin,
Belinda a disparu sans laisser de mots d'adieu. La famille de Belinda raconte à la police pourquoi elle se sentait mal ces derniers temps. Elle était sans cesse mal fichue. Elle a consulté un médecin et lui a annoncé qu'elle était enceinte. Au début, disons, les 2 premières semaines, elle était assez abasourdie. Mais par la suite, elle a changé d'attitude et elle a eu envie de se ranger et de redevenir une jeune fille fréquentable. Belinda projette de reprendre ses études, d'obtenir son diplôme et de trouver un travail mieux payé pour élever convenablement son enfant. Sa famille pense que le père de l'enfant est son ex-petit ami, Troy Armstrong. Il buvait trop. Il était plus âgé qu'elle. Il avait 10 ans de plus. Je n'étais pas très emballée par le personnage. Il était plus vieux que moi. Je me disais, c'est n'importe quoi, mais bon, évidemment, je ne pouvais pas critiquer ouvertement Belinda et lui dire « ça va pas la tête ?» Il était connu de nos services pour des petits délits. Il était instable, vivait dans sa voiture, chez des copains, et consommait des stupéfiants. Quand la police décide d'interroger Armstrong, il a quitté la ville depuis déjà plusieurs mois. D'après la rumeur, il habitait Roswell, au Nouveau-Mexique. J'y suis allé, j'ai passé 2 jours à le chercher. Mais je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. La police retrouve néanmoins sa petite amie du moment, Angela Allen. Elle en était amoureuse. Ils ont vécu un moment ensemble et il est devenu de plus en plus agressif. Il a fini par la frapper 1 ou 2 fois, si je me souviens bien. Angela déclare être au courant de l'existence de Belinda. J'ai entendu quelques messages qu'elle avait laissés sur le répondeur. Sur l'un d'eux, elle lui annonçait sa grossesse et disait qu'elle voulait en discuter avec lui. Angela raconte à la police qu'Armstrong et elle ont rencontré Belinda dans un bar voisin peu avant la disparition de la jeune femme et qu'ils se sont violemment disputés. Elle voulait le voir pour lui annoncer clairement qu'elle avait l'intention de garder l'enfant et de l'élever toute seule, qui que soit son père. Angela dit aux enquêteurs qu'elle a rompu toute relation avec Armstrong quand elle a appris que Belinda était enceinte. Je lui ai dit qu'il devait discuter avec elle, qu'il devait payer pour l'avortement si c'était ce qu'elle voulait. Et que si elle voulait le garder, qu'il l'aide financièrement. Enfin, quelle que soit sa décision, il devait participer et l'aider à résoudre le problème qu'il avait causé. Autrement, je ne voulais plus le revoir. Il devait sortir de ma vie à jamais. Angela remet à la police des objets que lui a laissés Armstrong avant qu'il quitte la région. Et parmi ceux-ci, un terrible couteau. La police demande aux experts médico-légaux si c'est bien là l'arme du crime. La réponse est peut-être. D'après mon expérience, les experts qui essayent de raccorder un couteau à une blessure particulière s'aventurent un peu trop loin des chemins de la raison. Avec le temps, les os ont tendance à se déformer et les marques de blessures changent d'aspect. L'illustratrice scientifique Karen Taylor est parvenue à redonner un visage au crâne découvert dans le canyon de Yellow House, ce qui a permis aux enquêteurs de l'identifier. La jeune femme, âgée de 17 ans, se nomme Belinda Tillery. Troy Armstrong, son ex-petit ami de 10 ans son aîné, a déjà donné 3 versions différentes de sa disparition. Belinda serait d'abord partie chanter avec un groupe de rock. Elle aurait été kidnappée au bar où elle travaillait, et enfin, elle serait partie pour un centre de mères célibataires. Il devient du coup le principal suspect, mais les enquêteurs ignorent où il se cache. Angela Allen, qui a succédé à Belinda dans le cœur d'Armstrong, se montre tout d'abord très réticente à l'idée d'aider la police. J'ai rencontré Angela 2 ou 3 fois, et chaque fois que je lui ai parlé, elle se confessait un peu plus. À la seconde même où j'ai commencé à aider la police, j'ai compris que je me mettais moi aussi en danger. Finalement, Angela raconte à la police que lorsque Armstrong a appris la grossesse de Belinda, il l'a invité à aller camper avec lui au canyon de Yellow House afin qu'ils puissent discuter tous les deux de l'avenir. Angela ajoute qu'à son retour de Yellow House,
Armstrong s'est comporté de façon étrange. Il a débarqué chez moi en rentrant. Il avait du sang sur les mains et j'ai vu qu'il s'était coupé. Armstrong explique qu'il s'est entaillé la main accidentellement pendant le séjour. Je n'avais aucune raison de ne pas le croire. Enfin, a priori. Il raconte à quelqu'un en termes à peine voilés qu'il l'a tué. Il se trouvait à l'endroit où le corps a été découvert. Et il rentre avec du sang sur les mains, ce qui prouve qu'elle n'a pas été tuée par balle, mais qu'il y a eu une agression physique, comme avec une arme blanche. Il s'est carrément vanté de cette affaire. Il ne s'est pas vraiment caché de l'avoir assassiné. Quand Angela apprend que le corps de Belinda a été retrouvé dans le canyon de Yellow House, elle connaît déjà la vérité. Je crois que la première chose que j'ai dite, c'est « Alors, il l'a vraiment tué, hein ?» À ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que tout était vrai et qu'il aurait pu aussi me faire du mal, à moi, à ma famille, à n'importe qui. Tandis que les présomptions s'accumulent, la police lance un mandat d'arrêt contre Armstrong. Mais ils ignorent où se trouve le suspect. Angela Allen dit à la police que le meilleur ami de Troy travaille en Californie pour un transporteur routier et leur suggère d'enquêter là-bas. Je voulais m'assurer qu'il le coince. J'en faisais même un point d'honneur. Les enquêteurs demandent au transporteur routier de les aider à localiser l'ami de Troy. Par chance, on sait exactement où il se trouve, car chaque camion de l'entreprise est équipé d'un système de positionnement universel appelé GPS. Quand l'officier Watson a appris que le camion était équipé d'un GPS, à l'époque c'était moins connu et il a fait un GP quoi? À quoi ça sert? 24 satellites en orbite autour de la Terre suivent le mouvement de véhicules terrestres, maritimes et aériens équipés d'un récepteur GPS. C'est comme si on laissait des petits cailloux sur son chemin. Et quand on regarde la carte, on voit une ligne de petits points qui représente le déplacement du véhicule. Le satellite GPS repère la route qu'emprunte le camion conduit par l'ami de Troy, tandis qu'il traverse l'État du Nebraska. Je recevais les informations en temps réel. J'étais en liaison permanente avec le transporteur et j'ai appelé la police de la route du Nebraska pour les alerter et leur demander d'appréhender le véhicule alors qu'il approchait de la ville de York. En quelques heures, la police installe un barrage routier et arrête le camion. Ils demandent au conducteur s'il sait où se trouve actuellement Troy. Et à leur grande surprise, ils découvrent Armstrong caché dans la couchette arrière du camion. Je n'avais pas de preuves matérielles concrètes. Je savais seulement qu'il connaissait le conducteur et qu'il avait voyagé dans son camion à un moment donné. Troy Armstrong est arrêté et inculpé du meurtre de Belinda. Il a des petits yeux ronds qui vous mettent mal à l'aise. Il a la tête d'un rat, l'odeur d'un rat. Ça pouvait qu'en être un. Dès le début, j'ai compris que ce type était une ordure. Armstrong nie farouchement toute implication dans le meurtre de Belinda. Mais parmi les objets en sa possession figure la clé d'un local de stockage. Quand ils pénètrent à l'intérieur, les enquêteurs découvrent des éléments dont Armstrong est bien incapable de justifier la présence. Lors de son arrestation pour le meurtre de Belinda Thierry, Troy Armstrong possède la clé d'un local de stockage qu'il loue au Nouveau-Mexique. À l'intérieur, on retrouve des affaires personnelles de Belinda. C'était le genre d'affaires personnelles qu'elle avait probablement avec elle le soir où elle a été tuée. On a entre autres retrouvé un permis de conduire, qu'elle avait certainement dans son sac en quittant son travail à la boîte de nuit. L'accusation est convaincue que Troy Armstrong refusait que Belinda Tillery donne le jour à l'enfant dont il était le père. Elle pense aussi que le meurtrier présumé n'a pas accepté qu'Angela Allen, sa toute nouvelle petite amie, rompe leur relation après avoir appris que Belinda était enceinte. En reconstituant le déroulement du drame, les enquêteurs estiment probable qu'Armstrong ait emprunté des duvets et du matériel de camping à un ami, avant de proposer à Belinda d'aller camper avec lui dans le canyon de Yellow House, au prétexte d'évoquer, paraît-il, ensemble leur projet d'avenir. Une fois rendu sur place, le couple se serait violemment querellé.
L'analyse des os de la victime laisse penser qu'Armstrong lui a ensuite lardé le dos d'une douzaine de coups de couteau avant de l'abandonner dans le canyon. Puis, il se serait rendu à l'appartement d'Angela et lui aurait expliqué qu'il s'était accidentellement blessé à la main. Troy Armstrong est un individu extrêmement violent. Quelqu'un qui n'a aucun scrupule a poignardé une adolescente enceinte, lui asséné 12 ou 15 coups de couteau et l'abandonné dans la nature. Lors du procès, Angela Allen révèle une information qui s'avérera accablante. Il m'a avoué qu'il l'avait tué. Si je disais quoi que ce soit sur cette affaire et sur le sang qu'il avait sur les mains, tout ce que je savais, alors il tuerait mes enfants et aussi mon père. Après 4 jours d'audience, le jury délibère pendant moins de 2 heures et déclare Troy Armstrong coupable de meurtre avec préméditation. J'ai terminé en disant « Ne soyez sévère que si vous ne trouvez rien de positif en lui ». Bilan, en moins de 2 heures, il a été condamné à perpétuité. Je pense que cela en dit long sur cet individu. Angela, pour sa part, estime que le verdict est trop indulgent, car Armstrong a tué 2 personnes ce jour-là. Il méritait la peine capitale, car personne n'a l'air de prendre en compte le bébé. Une petite frappe avec un gros égout. Et il est violent. Ça résume sa personnalité. Une monstrueuse petite frappe. Elle n'était pas célèbre, ce n'était pas un procès médiatisé. Mais cela a réclamé la collaboration de nombreuses personnes, beaucoup d'efforts. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas quand la victime a été oubliée des siens. La famille de Belinda continue de pleurer la jeune fille. Mais grâce à la reconstitution faciale et à l'anthropologie légiste, ils ont pu connaître la vérité. Quand Karen Taylor a mis un visage sur ce squelette, c'est ce qui a déclenché l'affaire. Pour moi, l'illustration scientifique est un mélange d'art et de science. On utilise toutes les données scientifiques à notre disposition, puis à un certain moment, l'art prend le relais et vient compléter la science. L'illustration scientifique a le pouvoir de faire parler les morts, et je pense que c'est une excellente chose. Au cours de sa plaidoirie, le procureur a rappelé au jury que la personne qui a ramené Belinda chez elle le soir de sa disparition a témoigné qu'ils avaient aperçu le camion de Troy sur le chemin. Belinda est descendue de la voiture pour aller lui parler. C'est là qu'il lui aurait donné rendez-vous pour le lendemain matin, tôt, avant qu'elle ne puisse prévenir sa famille. L'avocat de la défense a vainement essayé de son côté de faire diversion, en suspectant Angela d'avoir commis le meurtre. Selon lui, Troy Armstrong avait une liaison simultanée avec les 2 filles et hésitait à faire son choix. Angela lui aurait simplifié la tâche en supprimant sa rivale. D'autre part, il fait remarquer que les témoins à charge se contredisent en disant l'un que Troy était furieux que Belinda soit enceinte de lui et l'autre qu'il était furieux qu'elle soit enceinte d'un autre. Mais ces arguments ont fait long feu face aux indices médico-légaux récoltés par la police. Ainsi prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Rendez-vous sur cette antenne pour un prochain épisode des Enquêtes Impossibles.